Moi aussi, hein. C'est pas... Ouais, mais on fait partie des... On nous appelle les frères Pétard, donc ça va. Ok, du coup là on est au 3B historique, on peut dire ça comme ça. Oui, tout à fait. On est avec Nico Legrand, le grand Nico. Est-ce que tu peux te présenter? Voilà, donc Nicolas Legrand, je suis rentré au Trois Brasseurs en 1993. Donc ça va... On va atteindre les 30 ans. Ouais. Donc j'ai commencé au Trois Brasseurs de Lille, donc le tout premier Trois Brasseurs. Après, avec les Trois Brasseurs, j'étais un peu à droite à gauche, que ce soit en métropole, un petit peu aussi au Canada et dans les dom-toms. Et là, je suis revenu au Trois Brasseurs de Lille. En 30 ans, donc on a fait un peu évoluer aussi le matériel, comme là, tu vois, cette chaudière d'ébullition, le premier prototype, c'était en 1986, c'était que des briques réfractaires. Depuis, on a évolué aussi, on est sur la troisième chaudière, la chaudière de référence Trois Brasseurs. Et donc, tout ce qu'on boit ici est brassé ici? Ah oui, donc ça c'est une règle aux Trois Brasseurs. C'est pas clair dans la tête de tout le monde. Trois Brasseurs de Lille ou les autres Trois Brasseurs. Après, ici, c'est vrai que ce qu'on voit, c'est juste le haut de l'iceberg. Donc, on voit juste la salle de brassage, alors que le technique, fermentation, gaz, c'est dans les sous-sols. Donc, c'est vrai que les gens, c'est pas toujours évident de faire comprendre aussi qu'ici, tout est fait sur place. Même moi, en 1993, avant, j'étais étudiant. Quand je venais ici, même moi, je croyais pas qu'on fabriquait la bière sur place. Comme quoi. Alors, on m'a raconté que le matin, vous faites livrer les sacs de malt. J'ai vu là-haut que tu avais un concasseur. Tout à fait. Du coup, tout arrive ici? Voilà. Alors donc là, le standard, c'est du 8 hecto, c'est de l'infusion descendante. On fait ce qu'on appelle la bière brute de brasserie. Avant, ça, c'était le mot qu'on utilisait. Ici, on fait de la bière brute de brasserie. Donc, on s'est adapté aussi dans une logique de micro-brasserie. Donc là, tout est assez compact. On s'est adapté aussi le fait d'avoir des brasseries aussi en centre-ville sur peu de mètres carrés. Après, quand on est ouvert ici en 1986, je suis rentré en 1993. En France, il restait quoi? 16 brasseries. Donc, c'est vrai qu'on venait, les personnes qui venaient ici, les brasseurs qui venaient ici, c'était un peu les industriels aussi. Et quand ils voyaient ça, bon, après, on était un peu les, entre parenthèses, un peu les bricoleux. Et puis, au fil du temps, microbrasserie, la bière, le corporatisme en France a un peu explosé. Et puis maintenant, on fait de la bière au ressenti, alors qu'avant, on faisait la bière par rapport à des règles bien précises. Dire qu'il y a 20 ans, on aurait mis, comme pour les sours, des bactéries, ça aurait été un sabotage, alors que maintenant, au contraire, c'est une bière parmi tant d'autres. Donc là, il y a une grande liberté d'expression et de créativité au niveau de la brasserie, ce qui n'était pas le cas avant. Est-ce qu'on peut dire qu'ici, c'est carrément l'un des premiers brewpubs en France? Oui, d'ailleurs, sur la première carte, la première gazette, c'était marqué ici, première microbrasserie en France. Et donc, ça s'appelait d'ailleurs, la première gazette, le Fourquet. Le problème, c'est qu'à l'époque, personne ne savait ce que c'était qu'un fourquet. Et on avait des gros problèmes aussi, les gens quand ils payaient, des fois sur les chèques, à l'époque c'était du liquide et des chèques, des fois ils mettaient le fourquet, le fouquet's. Donc, et puis ça posait des problèmes au niveau des banques. Donc c'est pour ça que du fourquet on est passé à la gazette et là on avait moins de problèmes. Ok, et du coup ici tu brasses vraiment au fourquet? Oui, donc ici, donc là, le brasseur quand il arrive le matin pour brasser, il fait son petit sport, c'est-à-dire qu'il ramène les sacs et il fourque en général 150 à 200 kilos par jour. En 30 ans, on a fait de moyenne 1750 hectos par an, sachant que les 9 dixièmes sont vendus à la pression. La vente en portée, ça représente un petit pourcentage aussi de notre ADN. Avant tout, c'est quand même la pression. Et à chaque fois, on fait une déclaration aux douanes par brassin de 800 litres. Là, on a dépassé cette année les 7500 brassins de 800 litres. Ce qui est quand même pas dégueulasse. Voilà, ça fait, le temps calculé, ça fait quand même 20 tonnes de houblon, sachant que... 20 tonnes de houblon, voilà. Et avant, au niveau du houblon, on était assez raisonnable. Maintenant, entre les IPA, où on bourrine un petit peu les quantités de houblon. Et dans chaque restaurant, du coup, le chef brasseur a une recette à lui qu'il peut imposer ou qu'il peut partager. Ou toi, tu en as une à toi à ce niveau-là, on a les bières en commun, les bières dites classiques. On dit classique, c'est pas péjoratif, c'est les bières classiques. Et ensuite, il y a les bières création, donc propres aux unités. Donc des fois, on peut mettre en avant le côté local, comme ici, j'ai une bière qui s'appelle la Fleur des Flandres, qui est faite à 100% avec des houblons de Bosquet de Stenvoorde, qui est mon village d'origine. Donc il y a une certaine fierté à faire cette bière-là avec nos houblons de notre région, on est fiers de notre région. Et ensuite, après c'est la créativité du brasseur.
Bon, après, on peut toucher au monde des houblons, le monde des épices, des autres céréales. Ben là, c'est inépuisable. Donc là, il suffit de voir un peu ce qui se passe en France, surtout maintenant qu'il n'y a plus de corporatisme. Alors des fois, ça peut être too much, olé olé, mais c'est ce qui fait un peu le charme de cette boisson. Ouais. Et toi, tu as senti vraiment une différence entre le moment où tu es arrivé ici en tant que brasseur et aujourd'hui? Ah bah carrément. Donc là, après, il faut se mettre au goût du jour, surtout que nous, on avait des bases aussi par rapport à ce qu'on apprenait à l'école de brasserie avant. Il fallait un équilibre entre l'amertume de la bière, l'aromatique de la bière. Après, les bactéries, fallait pas. Là, c'était vraiment. On était un mauvais brasseur si on avait des bactéries. On appelait ça des infections. Ouais. Et après, le fait de mettre des épices, d'autres plantes aromatiques, mettre du fruit, non, c'était pas dans les règles. Il fallait respecter les règles. Et après, on utilisait quoi comme houblon? C'était le houblon. Les références, c'était les houblons d'Allemagne, de Tchéquie, d'Angleterre, et même les houblons de France. Malheureusement, à part l'Alsace, les houblons des Flandres avaient mauvaise presse. Ce qui était une injustice totale. Donc là, dans les années 90-80, dans les Flandres, il restait quoi pendant 5 ans de stock, ils n'arrivaient pas à le vendre, à part les Chinois qui venaient récupérer au bout de quelques années. Et puis maintenant, c'est vraiment des houblons référents avec des anciennes variétés. Ça, c'est la fierté de tous les brasseurs de Haute-France d'utiliser des houblons des Flandres. D'ailleurs, il y a d'autres régions qui se mettent aussi à faire du houblon. Et puis au niveau des malteries, maintenant, ça commence aussi à se multiplier comme pour les brasseries. Donc ça, c'est plutôt positif. Et il faut dire aussi qu'avant, il restait dans les années 80 des brasseries dans le nord, un peu en Alsace. Et il y a une région aussi, Rhône-Alpes, qui a tout fait exploser le corporatisme et qui a permis de mettre en avant le côté fun des bières. Avant, qui buvait de la bière, je me souviens, en 1993, quand je suis parti aux Trois Brasseurs d'Angers, c'était pas facile. Moi qui est du nord, moi je suis un flamand des Flandres, donc où on était. C'est un bord, c'est à quoi? C'était à 30 bornes de. C'est entre Lille et Dunkerque. Donc c'est le long. Après c'est du côté de Watou, Popringue, Ypres. Enfin donc là c'est dans le long de ça. Donc après on était sur les bières trappistes. Et quand j'ai été à Angers pour représenter les Trois Brasseurs pendant quelques années, là-bas ils étaient encore restés sur la bière Cronenbourg, enfin la bière Gros Ballon, supporter. Donc c'était pas évident aussi. La bière c'était pour les hommes, à part la blanche pour les femmes. Bon, ça je pense qu'on commence à casser les codes, ce qui est très bien. Ok. Tu nous montres comment ça se passe en fermentation? Tout à fait. Je te suis. Voilà. Donc là, on est dans les coulisses. Oui. Voilà. Donc bienvenue dans les catacombes des Trois Brasseurs de Lille. C'est assez lumineux quand même comme catacombe. Donc ici, au Trois Brasseurs, notre process de fabrication, c'est l'infusion descendante. Donc là, la salle de brassage est en haut. On redescend notre mou. Et donc ici, on travaille encore, on a nos propres souches de levure. Donc on a 2 souches de levure. Et on fait donc là, vous avez été visiter le laboratoire où ils font les propagations. Donc on reçoit notre propagation. Et avec ça, on fait plus ou moins une 40aine de générations. Donc tous les jours, tous les 2 jours, on écume la levure, on travaille en fermentation haute. Donc on récupère la levure dans un levurier et avec ça on peut ensemencer 40 générations. Donc on a une certaine fierté d'écumer, d'avoir notre propre souche, donc avec son ADN propre. Donc je trouve que c'est un plus par rapport aux levures sèches. Là on est vraiment notre caractère. Cette levure qui venait d'une brasserie d'antan de Belgique et après on a 2 souches et notre souche de levure qui historiquement, c'était l'Institut Pasteur aussi qui nous l'avait donné. Donc on est sur 2 souches historiques. On a une certaine fierté. Vous avez fait une hybridation naturelle, ça s'est fait un peu tout seul et vous l'avez gardé. Il y en a 2 souches. Une, c'est une souche pure. L'autre, il y a plusieurs clones. Il y a des clonages, plusieurs clonages. Ce que j'ai compris, c'est un peu une levure au commando qui résiste à tout, Oui, c'est vrai que par rapport, après, il y a les règles théoriques de la brasserie au niveau des oxydations, au niveau des autolyses. C'est vrai qu'à ces voies-là, nous, du singe, j'ai jamais eu de problème d'autolyse. Elles n'ont pas le temps. Intéressant. Après, oui, c'est pour ça qu'on est dans une logique ici, c'est de la bière brute de brasserie. Donc on la fabrique. Donc là, c'est simplement des fermenteurs, c'est pas sous pression. Donc là, peu de mètres carrés, donc on fermente assez vite en fermentation haute. Et ensuite, ça part directement en garde. Donc ça permet de refermenter derrière et d'avoir un minimum de cuverie. Et pas avoir des... Bon, tu nous montres ça pour la garde? Parce que là, tu les laisses combien de temps à peu près? Alors ici, si on fait une moyenne, c'est une semaine, voilà, si on fait un standard régulé, donc on travaille à 25 degrés en général. Et ensuite, on dépouille la levure à 4-5 degrés, on descend à 4-5 degrés pour dépouiller la levure. Et ensuite, pendant ce
qu'on appelle le traversage. Là, on va carrément insérer du collagène, du silice. D'accord, et ça permet de faire sédimenter. Voilà, en fait, tout à fait. Avant, on travaillait pas mal en collagène de poisson. Alors déjà, du poisson, on a de moins en moins. Et après, le silice a tellement évolué. Maintenant, on arrive à des super résultats avec du silice. D'accord. Comme après collagène de poisson, après le côté aussi vegan et autres. Ouais. Donc c'est vrai que je pense même les vignerons, tout le monde est passé aussi du côté silice. Ouais. J'avais eu Guinness, ils faisaient comme ça aussi, ils ont arrêté pour nos amis. L'usine, elle est en Irlande, elle s'est fait racheter par un grand groupe et on s'est retrouvé du jour au lendemain les 3 brasseurs sans clarifiant. On fait quoi? À l'époque, les silices étaient moins performants que maintenant. Ouais. Donc on avait fait des essais avec des filtres, mais bon. Ouais, c'était pas dans notre ADN d'utiliser des filtres à cartouche. Ouais, c'est une usine à gaz après. Ouais, ça nous perturbait un petit peu. Et puis après, c'est vrai que au niveau des silices, maintenant... J'ai oublié quelque chose d'important. Donc il faut savoir aussi que l'oxygénation à l'entonnement, ici, on a ce qu'on appelle la queue de carpe, tout simplement. Donc on profite de l'oxygène de l'air. Donc on n'a pas de... On ne travaille pas en oxygène alimentaire, simplement l'air. Et par rapport à ça, on n'a jamais eu de souci de... Ouais. Là, chez nous l'a montré ce matin. Je ne connaissais pas. Ah, donc ici la garde. Ça, c'est ce qu'on voit du coup depuis le mirror, là, enfin, depuis la vitre. Ah. Voilà. T'as les Cellar Boy et les... comment ça s'appelle? C'est les jets... Des flotte jets. Voilà, c'est la marque, flotte jet. Donc avant, on poussait les bières, parce que pour monter là-haut, des fois, il faut 2 barres, 3 barres de pression. On travaillait avec du 70-30 avec de la légale, de l'azote. Ouais. On ça a un coût aussi. Et puis bon, après, on nous a proposé des flotte jets. Et ça, c'est aussi une histoire de coût. Et ça permet de monter moins en pression aussi les temps. Okay. Parce que des fois, on monte. Oui. Là, tu tires directement à la pression ce que tu as dans les fermenteurs, en fait. Dans les tanks. Dans les tanks. Ouais. Dans les tanks. Donc là, on a encore au niveau historique. On est donc en 85, c'est des tanks d'occasion qui avaient été achetés en Angleterre. Donc on les utilise encore. Un petit côté Spoutnik. Ah voilà. C'est un peu vieillissant comme le brassard, mais bon. Donc voilà, c'est pendant le traversage. Donc on réinjecte un peu de gaz carbonique parce qu'on perd un peu de gaz carbonique là-bas. Ouais. Donc on a une moyenne de 4,8 à 5 grammes de CO2, c'est des moyennes. Okay. Et les bières fort alcoolisées, des fois on a tendance à monter un peu le taux de gaz carbonique. Après on en fait moins qu'avant, des refermentations. Avant on faisait des refermentations. Mais après c'est au niveau stockage, organisation. À vrai dire, on n'a plus tellement le temps d'en faire. Ok. Et là au total, tu as combien en hecto? Alors donc là on a 12 fois 800 litres. Et ça donc à la pression, on a 9 becs de pression. Ça permet d'avoir 9 bières. D'accord. Et ben, je vois qu'il y a du houblon aussi là. Oui, donc là il y a du houblon donc en pellets. On a notre fierté aussi d'utiliser en aromatique. En général, on utilise des houblons fleurs, comme la fleur des Flandres. À un moment donné, j'utilise 100% de houblon fleurs, même en chaudière d'ébullition. Donc avec des sacs en coton en lin, donc on descendait avec des cordes. Après, donc là, je fais 800 litres de fleurs des Flandres par semaine à la pression. Donc là, j'en fais un peu trop. Donc à un moment donné, bon. Et c'est pas trop aléatoire avec vraiment les fleurs de houblon? Alors les fleurs de houblon, oui, mais ça a un petit côté un peu plus floral. Après, en contrepartie, il faut faire attention le côté succédané, le côté oxydation qui peut arriver. Et il faut savoir que les pellets, au fil des années, se sont améliorés. Avant, on faisait un houblonnage accru avec du pellet, on sentait ce côté un peu résineux, qui d'année en année, je pense qu'ils ont fait d'énormes progrès, on le sent de moins en moins. D'accord. Donc à un moment donné, moi j'étais fleur à 100% en me disant les pellets, ce côté résineux, je ne l'aimais pas et je le ressens de moins en moins. Vous utilisez jamais d'huiles essentielles, de houblon, des trucs comme ça? Non, les tétras et tout. Ouais, ok. Non, c'est pellet. Et comme même fleur, on a un percolateur, donc en infusion. Alors soit en houblonnage à chaud, donc en fin ébullition avant la fermentation, en percolateur, ce qu'on appelle un percolateur, un cylindre tout simplement. Donc soit en houblonnage à chaud ou en dry hopping juste avant la garde, en A2. Bon, ok. Et du coup, ça part directement dans les tuyaux et on se retrouve donc il y a 2 barres, ça va sur les 2 barres. Allez, et c'est parti. Ouais, on remonte là-haut pour descendre, c'est comme tu veux. Non, tant qu'on est là. Et donc là, c'est vraiment ton projet à toi en fait, c'est ça? C'est toi qui as un peu investigué tout ça? Oui, là, donc c'est un projet que j'ai proposé au Trois Brasseurs, donc qui a été accepté, le projet de distiller des bières. Ouais. Donc à l'origine, je suis rentré en 1993 au Trois Brasseurs. J'étais quelques années au Trois Brasseurs à Angers. Qui est vraiment le fief du Cointreau.
Ouais. Et j'avais pas mal de copains qui travaillaient dans le Cointreau. Donc à chaque fois, ils me charriaient en disant tiens, toi, tu t'arrêtes à la fermentation, hein, tu vas pas plus loin. Hein. Distillation, non, tu fais des choses incomplètes, quoi, en gros. Et je les ai revus il y a 4-5 ans, et bon, le même discours, puis je me suis dit, tiens, après tout, pourquoi je pourrais pas distiller de la bière? Ouais. Hein, donc en petite quantité, je me suis mis à distiller de la bière. Je me suis rendu compte d'une bière par rapport à une autre bière, que ce soit une IPA par rapport à une brune, ça donnait carrément des produits, des saveurs très différentes, qui étaient intéressantes, avec une certaine finesse. Et je me suis dit, après tout, pourquoi pas distiller, sachant que nous, déjà, on est des spécialistes, brasseurs spécialistes de la fermentation, c'est juste une continuité. Hein, donc je veux dire, on a déjà un savoir-faire en fermentation. Il suffit juste d'avoir un savoir-faire à un stade au-dessus qui est la distillation. Et c'est bien parce qu'en fait, on parlait de ça ce matin. On disait qu'aux Trois Brasseurs, dans chaque restaurant, du coup, il y avait vraiment une sorte de liberté d'expression du brasseur. Tout à fait. Et toi, en l'occurrence, tu as proposé ça et ils t'ont accompagné, ils t'ont suivi. Et du coup, c'est vraiment tout à génial fait. d'avoir pu arriver à proposer ça. Très et du coup, c'est ce qu'on retrouve juste derrière toi, c'est ça? Voilà, donc ça c'est les produits finis. Hein. Donc là, les alcools qu'on distille, hein. On a nos alcools maison. Hein. Donc il y a une partie qui sert donc, à la dégustation, bien sûr, hein. Donc en des petites palettes. Ensuite, ça peut rentrer aussi dans la composition de nos cocktails, hein, parce que bon, avant on utilisait, comme tous les bars, du rhum, de la vodka, du gin, et puis on s'est dit pourquoi pas utiliser nos propres alcools. Hein, parce que si on va dans le restaurant, le concurrent d'à côté, lui utilise déjà du rhum, de la vodka. Et on est brasseur, pourquoi pas produire nos propres alcools. Donc là, on fait nos cocktails dans le cadre de la mixologie avec nos eaux de vie de bière. Hein, donc chaque eau de vie de bière a sa spécificité. Hein, par exemple, une eau de vie de bière fabriquée avec notre bière brune, ça donne un côté un peu café, chocolat. Donc si on fait de la mixologie, par exemple, avec des jus rouges tels que la cerise, la framboise, ça donne un effet pins, ce qui peut être intéressant. L'IPA, c'est un bouquet de saveurs, donc ça avec des jus de fruits, comme fruits de la passion, ananas, ça donne un côté intéressant aussi. Hein, donc. Ensuite, la fleur des Flandres, ça donne un petit côté un peu épicé. Donc c'est les houblons qui donnent ce petit côté épicé. Ouais. Donc là, après, on est un peu... C'est un petit côté un peu de gin aussi, on est dans ce... Après, je te les ferai goûter, hein, tu verras un petit peu. J'y compte bien. Un petit côté de gin. Hein. Ok. Et après, la blanche qui donne un petit côté acidulé, très fin, hein, qui a peut-être un peu moins de personnalité que les autres eau de vie. Et ça apporte de la finesse. Et par exemple, pour faire des mojitos, il ne faut pas que l'alcool prenne le dessus sur la menthe aussi. Donc ça, c'est le côté alcool blanc. Et là, on est en train de faire des essais avec des alcools boisés. Donc c'est des alcools blancs. Le fait de mettre... En ce moment, on travaille en copeaux de bois, hein, pour avoir une précision. Se travailler en tonneau, d'un tonneau à un autre, c'est déjà c'est un métier. Et le problème, c'est qu'après, si on ne fait pas d'assemblage, c'est compliqué. Alors des fois, c'est un peu trop le goût de bois, pas assez. Il faut assembler, hein. Il y en a beaucoup qui assemblent. Hein. Donc pour l'instant, on n'est pas à ce stade-là. On prend des copeaux de bois avec une certaine finesse aussi. Genre, c'est pas n'importe quel copeau de bois, hein. C'est pour les spiritueux. Et ça, on obtient à avoir un bon produit. Avec le chêne, ça apporte non seulement la couleur, hein, mais aussi par l'oxygénation, par l'oxydation aussi, des composés avec des molécules de vanille et autres. Hein, donc ça apporte un plus par rapport aux alcools blancs. Un peu comme le rhum, un rhum blanc et rhum brun, hein, dans cet état d'esprit. Après l'IPA, si on met des copeaux de bois dans l'eau de vie IPA, on s'oriente, c'est une orientation, attention, juste c'est une image, hein, plus vers les rhums bruns. Une brune avec des copeaux de bois, on s'oriente plus un peu vers les whisky. Hein, c'est des tendances, hein, voilà. D'accord. Et comment tu fais du coup pour distiller de la bière? Tu utilises les drèches? Tu utilises non, de la tout simplement, bière on fait de la bière. Hein. Ouais. Donc à chaque fois, ce qui est un peu énervant, à un moment donné, on disait tiens, tu vas distiller, bon, attends qu'on aura des problèmes avec notre bière, on va te le donner. Je dis non. Au départ, il faut une bonne matière première, il faut une bonne bière pour faire un bon distillat. Je dis c'est pas. Et là, j'ai fait des essais quand même. Hein. Une mauvaise bière, attends, on n'en obtient pas, il n'y a pas de miracle. Hein. Si de l'éthanol, oui, de l'éthanol pour de l'éthanol, aucun intérêt. Hein. Donc, alors, quand c'est comme ça, je fais des brassins de 700 litres. C'est un alambic, un style classique de 500 litres. La bière s'amousse, donc je distille le matin 350 litres et l'après-midi 350 litres. Tu le fais en 2 temps du coup. Je le fais en 2 temps. Ensuite, forcément, le point d'ébullition de l'eau, c'est 100 degrés. Point d'ébullition de l'alcool, on tourne autour de 80 degrés. Donc, on monte en température. L'alcool se vaporise. Là, on a une lentille de rectification qui est l'ancêtre des alambics à la colonne. Hein, donc ça enrichit un peu en alcool et ça purifie un peu l'alcool. D'accord. Ensuite, on a un col de cygne, la vapeur, pop. Là,
c'est un refroidisseur rempli d'eau. Et forcément, donc la vapeur d'alcool se transforme en l'état liquide. Et ensuite, hop, le réceptacle et on récupère l'alcool ici. Donc au début, c'est des alcools légers, on appelle ça le brutal, c'est le méthanol. Hein. Donc Ouais. c'est ce qui donne mal à la tête. C'est ce qui te rend aveugle. Voilà, Ouais. hein. Donc on a les images aussi de plusieurs films par rapport à ça. Mm. Hein. Donc là, c'est tellement caractéristique, le méthanol, il suffit de goûter comme ça. Donc ça a une odeur déjà de colle scotch, un goût aussi, donc c'est vraiment pas agréable. Hein. Ouais. Donc ça, on appelle ça la tête de distillation. Donc pour 700 litres, j'obtiens à peu près 5 litres de méthanol. Donc ça, c'est écarté. Et ensuite, on est carrément sur le cœur de distillation. Hein, c'est vraiment l'extrait de la bière avec les saveurs. D'accord. Hein. Et Donc après, là, t'as la queue, c'est ça? Hein. Et Et après, après, donc à la fin, on a les queues. Donc c'est vraiment des foils, c'est des alcools très lourds, visqueux, qui sont vraiment pas agréables. Donc ça, on les écarte aussi. On garde vraiment le cœur de distillation. Et comment tu sais quand c'est le bon moment? Oui, donc ça, au début, quand on n'a pas trop l'habitude de distiller, ça nous perturbe. Hein. Ok. Après, on est à l'aise, mais au début, on dit comment on fait. On pose la question aussi, quand on voit des qui distillent depuis un petit moment, on dit, on fait comment tu goûtes? Et puis au début, on fait ça, on dit. Et puis après, parce que bon, forcément, on veut avoir quand même du rendement, donc on veut pas non plus balancer du cœur et tout. Oui, oui. Voilà, et puis vers la fin, après, ça vient tout seul. On dit, le cerveau, tu veux te faire comme ça, hop, et après, ça fait tilt tout de suite. C'est l'expérience qui parle. Oui, c'est vrai. Donc après, on obtient des alcools à plus ou moins 60 degrés. On met ces alcools-là dans une cuvée palée, qui est juste Ouais. derrière vous. Ouais. Voilà. Hein. Donc c'est avec un certificat de jaugeage. Et c'est à Ouais. partir de là qu'on va payer aussi, parce qu'on fabrique de l'alcool. Qui dit fabrication de l'alcool, c'est payer des droits d'assises. Hein. Et à 60 Donc, c'est degrés, ça pas- doit être salé. Oui, après, oui, dans l'alcool, le coût de l'alcool, ça représente peu, c'est un peu comme le carburant hein, par Ouais. rapport aux taxes. Hein. Mm. Donc là, un alcool à 40 en volume alcool, en général, c'est entre 9 et 10 euros de taxes, hors TVA. Il faut encore rajouter la TVA. Hein. Donc c'est 2 tiers pour les douanes pour l'État et 1 tiers aussi pour la sécurité sociale. Il faut bien soigner les cirrhoses. Hein. C'est vrai. Rembourser le trou de la sécu. Voilà. Donc c'est pour ça que l'alcool, ça peut paraître assez cher aussi, c'est parce que bon, il y a pas mal de taxes. Hein. Donc ça s'explique. Hein. Ça s'explique. Hein. Et cette espèce de petit outil qui est là-bas, ça sert à quoi là? Je vois avec une sorte Ça, de ici petite spirale. Ouais. Hein. Ah, ça c'est un. Non, pas ça, pas ça. Ah, bah ça c'est simplement des fois C'est pour pour la faire déco. la pédagogie aux gens. En disant, tiens, tu mets de la D'accord. bière, tu fais chauffer, tu mets de l'eau dedans, et puis on voit de temps en temps, c'est marrant. Donc on voit la vapeur qui condense. Ah, un c'est petit une peu. mini distillerie en fait. Voilà, ouais, c'est Ah, le côté trop marrant, ludique hein, pour expliquer aux gens. La Ah, bah, chèvre. j'ai fait tous mes. Ah, bah c'est du. Soit tu mets. Là, je mets du mou de céréales, après Ouais. avec des épices, de la levure, un peu de miel, et je monte à très haute pression. 3 bars, et on boit vraiment la mousse. C'est cul sec, on boit la mousse cul sec. Donc c'est ce qu'on Ça- et faisait ça se boit, la dans, mousse. dans les Alpes. Donc là, ils appellent ça de la chèvre. En général, c'est avec du jus de pomme, hein, donc qui est fermenté. Ils rajoutent de l'agnole aussi dedans. Là, ce que j'ai mis, c'est des eaux de vie. Hein. Et c'est la mousse qu'on boit. Et ça porte nous malheur de nettoyer le verre. Donc on va dans les alpages et tout, dans la cave, il y a de la chèvre. Hein. Et tu as toujours le même verre. Tu le bois comme ça, tu le passes, tu sais. Et puis bah, après, il est plus tellement transparent, mais ça fait partie un peu du folklore. Hein, c'est sympa aussi. Donc là, j'essaye de faire des chèvres, mais adaptées en lien avec la bière, avec la céréale et avec les houblons. Quand je vais rentrer à Montpellier, je vais dire, j'ai rencontré le grand Nico, il fait des chèvres sous les 3 brasses. Nous, le cas d'ici, on l'appelle la piste de bouc. La piste de bouc. Ok. Du coup, on arrive à la fin de la chaîne. Voilà. Et donc, en fait, là, on voit, on est devant la gare Lille-Flandre. Et ce qui sort d'ici, au final, c'est ce qui est directement dans les tanks en bas. Tout à fait. On essaye d'avoir une gamme de 9 bières. Hein. Donc on Ouais. a nos bières classées. Blonde ambrée, brune blanche. Hein. Donc après, on a une petite bière aux fruits qu'on appelle la rouge. La bière du mois, donc aux 3 brasseurs, donc tous les 3 brasseurs de France. Il y a la bière événementielle, chaque mois en ce moment c'est la Disco Grune que tu as dégoûté. Ensuite on a l'IPA, donc là la bière tendance depuis quelques années. Hein. Donc on fait plus l'impasse dessus. Et la fleur des Flandres avec des houblons de Stenvord. Et là, une Ouais. petite création qu'on a fait une limone, du citron. Et là, on essaie de changer un petit peu. Après, La je la prochaine, goûte. c'est la ch'ticon. Ok. C'est-à-dire, avec des arômes, de la gentiane, quinquinole, un peu comme le picon dans l'état d'esprit, avec les mêmes. Et toi, t'as vraiment une bière ou 2 bières que tu aimerais brasser dans les prochaines années ou quelque chose qui te donne envie? Une création qui te trotte dans la Au tête? niveau des créations, après, moi, j'aime bien aussi l'amertume. J'aime bien faire des bières IPA, mais d'amertume, avec des houblons assez. Alors,
Rustique, ça veut pas dire, c'est pas péjoratif, hein, des houblons des Flandres, du Norten. Tous les trucs résineux américains, c'est pas trop ton délire Un peu comme style, dans l'état d'esprit, XX Bitter. Ouais. Et encore, eux, ils se sont assagis aussi par rapport à il y a plusieurs années. XX Bitter, là maintenant, on voit que c'est un petit peu. Tout le monde, c'est l'appel du grand public aussi qui fait que. Faut calmer les ardeurs là-dessus. Ouais, j'aime bien ce genre de bière. Ok. L'amertume pure. Mais pas spécialement l'amertume et les huiles essentielles, pas le côté exotique. Et puis après, il faut varier les plaisirs aussi. Hein. Donc, le fait d'utiliser des grains crus, d'utiliser de l'avoine. Aussi, quand je suis rentré en 1990, mettre des grains crus, de l'avoine, on dit attends, c'est de la bière à baudet, qu'est-ce que tu vas nous faire, tu vas nous embêter avec ça. On dit attends, non, c'est le malte d'orge. Hein. La finesse, c'est dans le malte d'orge. Hein. On ne va pas utiliser tes céréales à baudet. Alors que maintenant, on met de l'avoine. Ça donne un trouble. Alors on dit le trouble maintenant, c'est joli, c'est un peu comme un jus de fruits et tout. Puis on disait, mais attends, mais c'est quoi ce truc-là? C'est plein de protéines. Mais c'est dégueu. Quoi. Non, mais c'est vrai, hein, tout a changé. Avant une bière voilée, des fois on avait des réflexions quand elle était légèrement, pas trouble, hein, légèrement voilée. Hein, alors que maintenant, ça choque pas spécialement d'avoir un seuil de. Ouais. Ok. Donc toi, plutôt amertume, tradi. Oui, plus. Ok. Ouais, c'est plus dans mon ADN, c'est ça, c'est la mode d'utiliser le mot ADN. Après 53 ans, c'est vraiment des bières d'amertume traditionnelles. Ça me reste quand même. Ok, ça se sent quand tu le dis, ouais. Ouais, non, mais oui, non. Mais après, il faut. Non, mais c'est très bien, les créations et tout, il faut en faire. Hein. Mais après, je reste quand même. C'est normal, hein, on a tous un ancrage, et puis après, on évolue, hein, on aime bien quand même de garder son ancrage. Voilà. Ok. Écoute, merci beaucoup Nico. Nous on va aller, on va se téléporter à la Défense pour voir ton ami Gany. Gany, voir comment il se débrouille. Et là, je pense qu'on va retourner goûter les distillats de bière. Mais bon, voilà. On fait un check. Merci beaucoup. Sympa.